Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la traduction heureuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre série sur l'IA. Notre équipe a eu le privilège d'assister au contre-sommet de l'IA, organisé par Éric Sadin et Éric Barbier au Théâtre de la Concorde en février 2025. Nous avons pu écouter les interventions de plusieurs professionnels de la traduction et de l'interprétation. Nous avons trouvé ces personnes tellement pertinentes que nous avons décidé de les inviter dans notre podcast afin d'enrichir notre conversation sur l'IA. Pour cette deuxième partie, nous recevons Thomas Pereira Ginet-Jacquemet, interprète et spécialiste de l'IA venu nous parler de son métier. Dans cette interview, il évoque avec nous les différentes technologies à disposition des interprètes et leurs potentiels dangers, ou encore le rôle de l'empathie dans l'interprétation. Thomas insiste beaucoup sur l'importance des associations professionnelles, notamment l'AIC, l'Association internationale des interprètes de conférences. Cet épisode sera particulièrement utile aux interprètes en formation, mais peut intéresser tous ceux qui veulent en savoir plus sur les métiers du langage et les nouvelles technologies. Bonne écoute! Bonjour, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, peut-être nous dire ce que vous faites et surtout comment vous en êtes arrivé là? Oui, bien sûr, je m'appelle Thomas Pereira Ginet-Jacquemet, je suis franco-espagnol. J'ai 46 ans, ancien élève de l'ISIT. Avant l'ISIT, j'avais fait un Master 2 en traduction et en interprétation en Espagne. J'ai par ailleurs un bagage technique, autodidacte et scientifique. J'ai fait des études en biologie, en anatomie pathologique. Et je m'intéresse depuis toujours à l'impact des nouvelles technologies dans les pratiques professionnelles, dont la traduction et l'interprétation. Ça fait 17 ans que j'exerce à Paris en tant qu'interprète et traducteur. Et j'ai été membre de plusieurs organes techniques de l'AIC, dont le THC, le Technical and Health Committee. J'ai été aussi membre de la délégation professionnelle de l'AIC auprès de l'UNESCO et coordinateur de l'ancien groupe de travail sur l'IA de l'AIC. Et ensuite, les organes techniques de l'AIC ont été refondus. Je ne suis plus le coordinateur, mais je continue de conseiller ce groupe depuis la refonte des organes techniques. Voilà, en synthèse, je crois que je vous ai à peu près tout dit. C'est déjà beaucoup. Vous êtes traducteur et interprète. De manière très simple, quelle est la différence entre la traduction et l'interprétation? La traduction est écrite, l'interprétation est orale. Et est-ce que pour vous, le mot interprétation lui-même, qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi est-ce qu'il faut faire cette distinction? Parce que le langage véhicule absolument tout, la culture, entre autres, et pas que. Et puis, il faut faire la distinction parce que interpréter un discours, d'ailleurs ce n'est pas un hasard si on utilise le même verbe pour la musique, pour la danse, on interprète une partition, on interprète une chorégraphie, on interprète un texte pour les comédiens. C'est très important parce que on est en train en quelque sorte de se glisser dans la peau d'un orateur en fait. Quand vous êtes interprète, si l'orateur est extrêmement joyeux ou énergique, vous ne pouvez pas livrer une interprétation monotone et monocorde, hein. Le public serait assez étonné, ça serait étonnant en fait. Bien sûr. Vous mentionnez ou vous faites le parallèle avec des interprétations artistiques. Est-ce que vous voyez l'interprétation de conférences comme une performance artistique ou plutôt peut-être comme un exercice purement technique? Les deux, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a une part extrêmement technique. Nous sommes en effet des techniciens et c'est pour ça qu'il faut très bien se former. Et se former aux techniques d'interprétation, etc. Mais après, il y a une énorme part de subjectivité. Et aussi, pour moi, il y a plein de recoupements avec les comédiens, par exemple. Lesquels, par exemple Eh bien, la prosodie, le ton de la voix, la posture qui peut passer par la voix, l'intensité, la manière aussi dont fonctionnent les réseaux. Par exemple, quand on est jeune interprète, on commence à travailler parce qu'on remplace quelqu'un, parce que quelqu'un ne peut pas. C'est comme ça chez les comédiens aussi, c'est beaucoup plus rare chez les salariés.
Et est-ce que vous avez l'impression que cette dimension artistique est parfois un peu négligée au profit des aspects techniques dans l'interprétation de conférences ? Je pense même par exemple à l'enseignement de l'interprétation de conférences. Oui, je crois. Et puis je crois aussi que c'est curieux parce que je trouve que les personnes qui ne sont pas habituées à travailler avec des interprètes la reconnaissent plus facilement que les interprètes eux-mêmes ou que les interprètes qui enseignent dans des écoles d'interprétation. Oui. Pourquoi ça, selon vous ? Parce que c'est assez magique de l'extérieur, c'est-à-dire quand on entend un interprète travailler pour la première fois, c'est assez magique parce qu'il y a la rhétorique, c'est un art, donc c'est une recréation comme la traduction, mais en direct, et c'est là le côté artistique, je dirais, de l'interprétation. Oui, de donner l'impression que c'est simple quand ça l'est peut-être pas. Exactement. C'est peut-être ça le plus dur. Ça m'a frappé, vous avez dit que vous vous êtes aussi formé en autodidacte. Oui. Quelle importance est-ce que ça a dans votre parcours ? Quelle importance est-ce que ça a peut-être encore aujourd'hui dans la manière dont vous pratiquez votre métier ? Eh ben, ça m'a permis justement d'analyser correctement l'avènement des nouvelles technologies dans les pratiques professionnelles, c'est-à-dire dans la traduction et l'interprétation. Par exemple, l'automatisation de la traduction il y a une quinzaine d'années. Comprendre le grand bond qu'a fait la traduction automatique, par exemple, avec l'utilisation des réseaux neuronaux artificiels, par exemple. Ensuite, les tenants et les aboutissants de l'interprétation à distance, la RSI, et ses impacts dans la santé auditive des interprètes, par exemple. Lorsqu'on digitalise le son, on le compresse, et en fait, ça crée du son appelé toxique, et cela affaiblit les défenses moyennes de l'oreille et expose donc l'oreille interne des interprètes. Si on pratique ce mode d'interprétation à outrance. Oui, il y a une étude de l'Institut Pasteur qui est en cours, Oui. Il me semble, là-dessus. Est-ce que Absolument. vous y participez, vous avez été consulté ? Oui. Alors, j'étais membre du THC, du Technical and Health Committee, et avec d'autres experts, dont Andrea Cagnato et Christian Giudici, qui sont des experts de la voix et du son. On a tout d'abord élaboré une liste de micros pour que les interprètes AIC et autres puissent choisir un micro qui les expose le moins possible à ce type de son. Et ensuite, on a commandé avec aussi l'Institut Pasteur et le centre d'audiologie qu'il héberge, une première étude pour prouver que ce son toxique est à l'origine de troubles auditifs, etc. pour les interprètes. On a fait cette étude sur des cochons d'Inde parce que l'oreille des cochons et donc des cochons d'Inde, l'anatomie est très similaire à celle des êtres humains. Et donc là, on est en train de conduire la même étude sur des interprètes. En fait, parce que ce sera la seule manière, par exemple, que les institutions reconnaissent, par exemple, qu'il y a danger et qu'ils s'y prennent autrement lorsqu'il s'agit de pratiquer, enfin de proposer des missions d'interprétation, de réduire la part de missions à distance, etc. C'est intéressant, vous dites c'est la seule manière qu'on a. Et juste avant, vous parliez de grands bonds, des avancées techniques. C'est vrai que souvent, le progrès n'est pas linéaire et il se fait un peu par marche d'escalier, je dirais. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à des évolutions qui sont parfois justement pas linéaires, mais très brusques ? Le grand public, malheureusement, prend ces nouvelles avancées technologiques comme elles lui sont présentées, si on n'a pas de connaissances. Mais c'est à ça que servent les associations comme l'AIC, la FICI, etc., ou même la SFT, pour creuser et savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, est-ce que tout est bon, est-ce que tout est mauvais, voilà, pour faire la part des choses et donner des informations aux professionnels pour qu'ils puissent prendre des décisions informées et raisonnées, tout simplement. Et quels sont les enjeux de communication vis-à-vis de tout ça ? Parce que vous dites effectivement, on présente au public un produit fini, parfois un résultat, sans que le public sache forcément comment ça s'articule, comment ça fonctionne, quelles conséquences il peut y avoir. L'étude dont vous parliez sur l'audition, c'est aussi justement pour voir les conséquences à long terme que peut avoir le son compressé. Comment on mène cette communication sur le temps long quand en face, il y a des avancées technologiques et beaucoup de promesses très rapides. Oui.
C'est très difficile et puis il y a énormément de scepticisme pendant très longtemps parmi des confrères et des consoeurs traducteurs et interprètes aussi parce que les sociétés qui développent ces nouvelles solutions technologiques ont des services marketing extrêmement puissants et enflent souvent les mérites de ces solutions technologiques qui arrivent sur le marché alors qu'elles ne sont pas finalisées justement. Ce sont souvent des versions bêta et elles s'améliorent au fur et à mesure que les usagers, c'est-à-dire les interprètes et les traducteurs, les utilisent. Et il y a là un grand paradoxe, puisque souvent on paye une souscription pour utiliser ces solutions. Et on est nous-mêmes en train de les améliorer sans contrepartie. C'est un peu se tirer une balle dans le pied, en fait, parce que si à terme, s'il y a à la clé remplacer l'interprétation de la traduction humaine, c'est vraiment... voilà. Effectivement, donc on nous le présente comme un produit entre guillemets fini, alors même que justement en tant que, comme vous dites, usagers et professionnels, usagers et usagères et professionnels, on participe à leur développement. Oui. Et puis, c'est assez dangereux parce que pendant la pandémie, par exemple, on n'avait pas le choix. La seule manière de travailler, c'était depuis la maison, donc à distance, en distanciel. Et puis après, c'est là où les délégations professionnelles de l'AIC auprès des différentes institutions internationales sont importantes. Et le travail de l'AIC, de la FICI et de la SFT le sont aussi parce que ils creusent et puis ils essaient d'ouvrir les yeux à ceux qui accueillent ces solutions les bras ouverts en croyant que c'est la nouvelle panacée et finalement par peur souvent parce que quand il y a une nouvelle technologie qui arrive sur le marché, la plupart des gens par méconnaissance, par peur, etc. les acceptent le discours de ces grandes sociétés de la Silicon Valley et autres parce qu'elles croient que sinon elles seront pas dans le coup. Et elles seront prises pour des dinosaures, etc., et disparaîtront du marché. Or, voilà, faut faire attention parce que ces nouvelles technologies sont loin d'être parfaites, et je dirais même que leurs vrais mérites sont souvent peu vantés ou peu publicités. Est-ce que vous voulez en dire plus alors sur leurs vrais mérites peut-être ? Si j'utilise l'exemple des drones, on nous a dit, bon, un jour on finira par vous livrer le courrier avec des drones. Non, quelle horreur pour la vie privée, etc., entre autres. Mais par exemple, ces mêmes drones servent à surveiller des populations de gorilles en Ouganda pour éviter que les scientifiques se fassent tuer par les gorilles eux-mêmes ou par des braconniers. Voilà un bon usage des drones. Si j'applique ça à l'interprétation simultanée par IA, qui n'existe toujours pas, qui est toujours très imparfaite, pour ne pas dire inexistante. En tout cas, si on veut la comparer à l'interprétation humaine, on pourrait l'utiliser dans des zones de conflit pour ne pas exposer des interprètes dans ces contextes-là, par exemple. Donc voilà, en fait, les services marketing s'adressent au grand public, et donc ce sont des circonstances qui parlent à tout le monde, et donc ce ne sont jamais celles que je viens d'évoquer et qui sont très importantes. Dans celles que j'ai évoquées, on peut réellement parler de progrès, en fait. Une avancée technologique peut être appelée progrès lorsqu'elle profite à tout le monde. Or là, ce n'est pas le cas. Parmi les organisations que vous citez, il y a l'AIC qui est évidemment très importante, mais qui se structure autour d'interprètes. Est-ce que vous avez l'impression que pour pouvoir communiquer avec, par exemple, des personnes issues du monde scientifique pour faire les recherches, est-ce que vous avez l'impression que parfois ces contacts sont un peu court-circuités par le marketing dont vous parlez, par peut-être du lobbyisme ? Est-ce que c'est facile d'accéder au monde scientifique, de proposer des recherches, ou est-ce que c'est compliqué ? Je dirais que quand l'envie est là, il faut persévérer, ça c'est sûr. Il y a des scientifiques qui sont au service de ces grandes sociétés technologiques, donc voilà, faut trouver les bons déjà. Et ensuite, je dirais que c'est à force de travail et de persévérance, mais c'est tout à fait possible. On a donc déjà parlé des nouveaux outils, et vous avez dit que l'interprétation par intelligence artificielle était inexistante. Mais il y a des outils liés à l'interprétation qui sont en cours de développement. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des principaux outils dont vous avez entendu parler ? Oui. Alors, ces outils, pour être légitimes et pour pouvoir dire avec des arguments ce qui est et ce qui n'est pas, je conduis des tests régulièrement avec des modèles IA agentiques aujourd'hui, c'est la nouvelle mode, qui proposent la fonctionnalité SimulMT, c'est-à-dire Simultaneous Machine Translation. Or, ce n'est pas encore ça.
Ça n'existe pas encore. Dans les tests que je conduis, on s'aperçoit que ce que font ces modèles IA pour l'instant, c'est ce qu'on appelle en anglais du AI captioning. C'est-à-dire que la machine va reconnaître la voix, va le transcrire en mots, ça c'est masqué, vous ne le voyez pas, et ensuite va traduire tout ça en des fractions de secondes et proposer des sous-titres traduits qui sont incrustés sur la vidéo ou affichés et qui sont lus ou pas par une voix synthétique. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est loin d'être de l'interprétation simultanée au même titre que les interprètes humains. Est-ce que du coup, vous pouvez peut-être préciser ce qu'est l'interprétation simultanée et les autres types d'interprétation ? Oui, l'interprétation simultanée consiste à écouter un discours au fur et à mesure qu'il est prononcé et de le verser dans une autre langue en reproduisant toutes les subtilités linguistiques, syntaxiques et même culturelles, subjectives, etc. Ce que la machine manque dans la plupart des cas. C'est-à-dire que quand vous voyez ce que peuvent faire Gemini de Google ou même DeepSeek ou Palm, Claude, etc., on est loin de ce que peut fournir un interprète. C'est-à-dire que le vocabulaire est extrêmement pauvre, la syntaxe est assez plate, et il y a des glissements de sens assez énormes, pour ne pas dire des contresens. Et ça marche plus ou moins de manière très imparfaite quand on travaille avec ce qu'on appelle des high resource languages, c'est-à-dire des langues à grand corpus standardisé. Typiquement l'anglais, le français, l'espagnol, où il y a des millions de dictionnaires, d'ouvrages, etc. Dès qu'on sort de ces langues-là, les modèles IA sont complètement perdus, en fait. C'en est comique, en fait. Le résultat en est comique. Vous parlez justement des langues avec de vastes corpus. Est-ce que vous pensez que l'IA est une opportunité pour le multilinguisme ou précisément, est-ce qu'elle ne risquerait pas de favoriser des langues déjà très répandues au détriment de langues plus rares ? Oui, aujourd'hui, l'IA n'est pas du tout pour la diversité. Elle ne contribue pas du tout au multilinguisme, bien au contraire, puisque toute la recherche est faite en anglais, en chinois. Ça s'arrête à peu près là. Donc, à partir du moment où la base est ça, plus ça ira et plus l'écart se creusera entre les langues standards et les langues plus minoritaires et non standardisées, par exemple. Il y a donc même une sorte de cercle vicieux qui se dessine Exactement. dans ce processus. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'inverse, justement, pour préserver le multilinguisme et les langues rares ? Il faudrait que ces sociétés qui investissent des milliards dans la recherche pour l'IA le fassent non seulement à partir de l'anglais, mais à partir d'autres langues. Mais je dirais que c'est mission impossible, puisque voilà, au départ, il y a leur marché national et ensuite les exportent à l'étranger. Donc c'est très difficile. Et puis c'est très difficile aussi, si on parle de langue de tradition orale, c'est un travail gigantesque. Et le retour sur investissement serait tellement infime que ça n'intéresse pas du tout ces sociétés, en fait. Oui, donc il y a une notion de rentabilité qui empêche, en fait, qui empêche ça. On parlait de l'importance des corpus dans les IA, le fait que les IA, de par leur fonctionnement, favorisent les langues dominantes. Elles sont également souvent, les intelligences artificielles, critiquées pour leurs biais, parce qu'elles s'appuient sur des corpus de données qui peuvent être normés ou discriminatoires parce qu'ils sont issus de notre propre société. Les IA pourraient encore plus cimenter ces biais et nous empêcher de les réinterroger. Est-ce que ça peut notamment remettre en question la neutralité de l'interprétation, qui est l'un des 5 grands principes déontologiques de l'interprétation ? Est-ce que vous pouvez peut-être, de manière plus générale, rappeler et expliquer quels sont ces principes déontologiques ? Oui, je crois que si les IA ne se sont pas développées plus rapidement pour l'interprétation, c'est justement à cause de ces biais. C'est-à-dire qu'il y a plein de contextes dans lesquels on ne peut pas se permettre d'utiliser un système technologique qui génère ce genre de biais. Et étant donné qu'il n'y a pas de dataset parfait, la machine va finir par reproduire ces biais, et en plus elle se nourrit d'elle-même, donc il y a un effet aussi un peu d'entre-soi ou
de cercles vicieux, comme vous disiez tout à l'heure. Et en effet, non seulement elle est incapable de neutralité, je ne sais pas si vous avez fait des tests, si vous vous êtes amusé à faire ça, mais les chatbots ont tendance à répondre un peu ce que vous voulez, c'est-à-dire à vous faire plaisir. Donc étant donné que cette neutralité n'est pas possible, on est loin des grands principes de l'interprétation ou de l'interprète du code déontologique, c'est-à-dire la confidentialité, la neutralité, la non-concurrence déloyale, l'exigence ou le sérieux dans la préparation des missions, etc. Vous dites que les chatbots répondent souvent pour nous faire plaisir. C'est un enjeu très important parce que pendant longtemps, les outils de traduction automatique donnaient des textes qui étaient extrêmement incohérents. C'est quelque chose qui a été aujourd'hui en grande partie gommé, mais avec un énorme risque qui est celui qu'on ne se rende pas compte des erreurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, là-dessus ? d'ailleurs, c'est assez impressionnant quand on voit le résultat d'un chatbot, par exemple. À la première lecture, on se dit « Waouh, c'est impressionnant, c'est presque... Oui. On dirait que ça a été écrit, fait par un être humain. » Et c'est en relisant plusieurs fois qu'on commence à identifier les soucis, en fait. Je pense que c'est un bon parallèle avec la manière dont les choses sont présentées aujourd'hui. Avant, je parlais des services marketing qui vantent trop, qui enflent les mérites de ces solutions. Aujourd'hui, le bluff, ça marche en fait. Et donc, c'est bluffant comme ça. Et si on creuse pas, on en reste là et puis on se dit que c'est bluffant. D'où le travail des associations professionnelles et autres pour... J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce bluff, mais donc vous répondez le travail des associations. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on nous présente souvent le développement de ces outils comme étant très linéaire, dans le sens où ils ne peuvent que s'améliorer avec le temps. Ça rejoint une idée plus vaste de progrès linéaire qui est en réalité largement remise en question. Est-ce que vous considérez que ces outils ne vont faire que s'améliorer, ou au contraire, peut-être qu'ils peuvent même régresser? Je pense notamment à une étude qui avait été publiée dans Nature qui avait montré que certains systèmes pouvaient s'effondrer même à force de s'auto-alimenter. Oui, c'est cet entre-soi dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est un fait dans l'IA. Et on ne sait pas trop, les deux sont possibles en fait. C'est-à-dire que l'IA pourrait s'effondrer parce qu'à force de se nourrir d'elle-même, elle finirait par produire un peu n'importe quoi et puis elle serait plus intéressante pour qui que ce soit. Et aussi parce que, il y a la question du côté énergivore de ces nouvelles technologies et puis toutes les considérations par rapport au climat, etc. Le digital a dépassé de loin en émissions CO2 et autres l'aviation, mais depuis très très longtemps, et c'est exponentiel. Pour refroidir les data centers, il faut énormément d'énergie, par exemple. Vous semblez confirmer donc que ces outils peuvent régresser, que ce soit pour une raison technique, donc c'est cet entre-soi de l'intelligence artificielle, ou, comme on en parlait un peu plus tôt, pour des raisons économiques, de recherche de profit. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose dont on se rend compte, peut-être par exemple avec les moteurs de recherche aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore quelques années, on se disait c'est fou, un moteur de recherche, c'est dingue les résultats qu'il nous donne. Et maintenant, que ce soit pour des questions techniques ou pour des questions économiques, il semble dépassé. On a l'impression qu'il ne nous donne pas les réponses qu'on veut, qu'on attend, ou alors il croule sous énormément de publicité. J'imagine que c'est évidemment un enjeu pour les outils de demain. Oui, on sait déjà qu'on est en train de commencer à manquer de production humaine pour nourrir ces machines. Ça, c'est un peu partout dans la presse technique, etc. On sait aussi qu'il y avait un projet très intéressant qui s'appelait, je ne sais plus si c'était WordRep. Bref, c'était une immense base de données linguistique qui faisait appel aux nouvelles technologies et donc à l'IA pour se nourrir et qui a disparu, qui a cessé parce que, comme les résultats des moteurs de recherche, d'accord, c'était plus suffisamment qualitatif pour continuer. Donc oui, ce que vous dites est confirmé et de plus en plus.
Vous dites que ça a été prouvé par la recherche qu'il y a une perte de production humaine, notamment dans les lexiques. Est-ce que le développement des outils d'intelligence artificielle pourrait pas aussi impliquer une perte de savoir-faire ? Oui, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut bien regarder les nouvelles conditions d'utilisation de Google, etc. En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est de manière assez cadencée. On nous propose de nouvelles conditions. Et dans ces nouvelles conditions, il y a la possibilité d'accéder à du contenu produit par des humains, des mails privés, etc. Parce que ce qui est sur la toile n'est plus suffisant pour nourrir les machines. D'accord. Et au-delà de ça, si dans un scénario imaginaire, si les interprètes, pour revenir un peu à l'interprétation et à la traduction, si les interprètes et les traducteurs et traductrices venaient à être remplacés, est-ce que justement il n'y aurait pas un risque qu'il n'y ait plus de retour en arrière ? Parce que vous disiez justement que ce sont souvent des métiers très relationnels où on récupère la place de quelqu'un, mais c'est aussi les interprètes en activité qui forment les interprètes de demain. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, si un jour il venait à y avoir une cassure, que cette cassure soit irrémédiable ? Oui, pour la formation, c'est sûr. C'est-à-dire que si le métier, si les interprètes et les traducteurs sont remplacés par des machines, en effet, qui va enseigner la traduction et l'interprétation ? Mais je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour, pour plusieurs raisons. Parce que, depuis 25 ans, j'observe les avancées technologiques. Il y a un engouement pour ces nouvelles technologies et puis ensuite ça retombe comme un soufflet. C'est arrivé avec la traduction technique, avec la traduction automatique. Au passage, ça fait du mal parce qu'on perd des contrats, etc. Mais ça ne fait pas disparaître les métiers. C'est arrivé avec la traduction automatique il y a une quinzaine d'années. Il y a plein de traducteurs qui ont perdu des clients, qui sont revenus après, certains, parce que la qualité et puis le côté humain est important pour certains donneurs d'ordre. Et je pense que ça sera encore plus le cas pour l'interprétation. On nous a assériné la même chose avec les MOOC, c'est-à-dire on nous a dit que plus jamais on enseignerait en tête-à-tête, en présentiel. On n'entend plus parler des MOOC. Pendant la pandémie, on ne parlait que de RSI, Remote Simultaneous Interpreting. C'était 80% et 20% de présentiel. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. En plus, il y a toutes ces questions liées à la santé auditive, etc. Moi, je pense que l'IA... non pas que ces jours sont comptés, parce qu'elle sera sans doute utilisée dans des secteurs comme la logistique, etc., ou même la médecine, et puis c'est très bien, si ça crée du progrès, du vrai progrès. Mais elle ne pourra pas remplacer tous les métiers, et il ne faut pas qu'elle la remplace, parce que qu'est-ce qu'on ferait, nous comme ça, si on pousse le bouchon jusqu'au bout, on regarderait la machine travailler, et puis nous, on se prélasserait au soleil. Enfin. Il y en a qui rêvent de ça, peut-être. Peut-être. On dit souvent justement que l'interprétation repose sur un facteur humain irremplaçable, prise en compte des émotions, les références culturelles dont vous avez parlé, la prise de décision, l'empathie. Est-ce que vous avez des exemples concrets de situations où ces éléments ont joué un rôle dans votre travail ? Oui, j'interviens à l'OFPRA et à la CNDA, donc c'est un cadre juridique et judiciaire. On a voulu automatiser l'accueil des primo-arrivants. Et c'était une catastrophe parce que c'est des personnes qui viennent de traverser des épreuves très très dures. Parfois c'est quand même de la torture, etc. dans leur pays d'origine. Et puis elles arrivent en France et puis elles sont accueillies par un système qui comprend même pas leur dialecte et qui les traumatise donc encore plus. Donc un exemple de nécessité absolue d'avoir affaire à un interprète humain. Donc dans des cas où les interprètes pour des personnes réfugiées, dans des démarches par exemple, des choses comme ça. Et puis même même si on quitte le système judiciaire, enfin l'interprétation en milieu public, comme on dit, en général, ça peut être pour la police, pour les hôpitaux, enfin c'est extrêmement vaste. Et même dans des conférences internationales, quand il s'agit de patrimoine culturel, de droit, etc., on ne peut pas faire appel, il faut absolument faire appel à un être humain, parce que seuls les êtres humains ont cette subjectivité, cette empathie. Et en plus de l'empathie, de la subjectivité, est-ce qu'il n'y a pas des questions morales qui se posent ? Aussi, oui. Malheureusement, l'IA aujourd'hui, elle est complètement dépourvue d'éthique. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout intéressé à cet aspect-là fondamental. Lors de la conception des IA, on n'a pas pensé à ça. C'est ce qui a fait reculer les constructeurs automobiles pour la conduction toute automatisée. Et c'est pour ça qu'on a finalement réservé la conduite automatique au parking uniquement.
parce que la machine, elle va protéger les personnes qui sont dans l'habitacle et non pas l'enfant qui traverse avec une balle. Et même si c'était techniquement possible d'avoir des systèmes d'IA ou d'autres outils tout puissants, est-ce qu'il n'y a pas des domaines où ce ne serait simplement pas applicable pour des questions de responsabilité juridique, de responsabilité morale? Et est-ce que, si c'était le cas, ce serait le cas pour l'interprétation? Oui, et d'ailleurs, c'est enfin encadré par la législation européenne sur l'IA qui dresse ou qui classe les IA et leurs utilisations dans les pratiques professionnelles par niveau de dangerosité. D'accord. Et qui applique des sanctions selon... Et est-ce que la traduction, l'interprétation ont été citées dans ce classement? Non, mais elles peuvent rentrer... c'est-à-dire, vous pouvez vous saisir du AI Act si, par exemple, vous voyez que un de vos donneurs d'ordre utilise à mauvais escient une intelligence artificielle tout en vous faisant travailler, etc. Et il y a aussi un travail en France, c'est-à-dire là, comme vous savez, les directives européennes doivent être transposées ensuite dans les législations nationales. Et donc le Conseil supérieur pour l'intelligence artificielle français est en train de préparer une proposition législative, mais au lieu de se fonder sur un système de sanctions comme la législation européenne, va proposer un système de rémunération pour rémunérer donc les personnes dont on utilise les données œuvres, c'est-à-dire les productions intellectuelles, et qui jusqu'à présent étaient juste pillées sans leur autorisation. Comme un système de droit d'auteur. Exactement, un peu comme la SACEM ou la SACD. Ok, donc plutôt que d'être sur un modèle punitif, ce serait plutôt incitatif. Exactement. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis partagé là-dessus parce que je me demande si un tel système ne contribuera pas justement à une utilisation encore plus importante de l'IA. Maintenant, on rémunère, donc on peut faire ce qu'on veut. Okay. Et en même temps, de toute façon, l'IA va continuer de se développer, donc autant ça que ne rien avoir comme jusqu'à présent. Et ça va peut-être aussi créer l'effet inverse, c'est-à-dire limiter un peu l'usage à outrance des données œuvres humaines pour alimenter ces LLM et ces systèmes. Est-ce que vous pouvez préciser, c'est LLM LLM, c'est Large Language Models. En fait, ce sont des datasets, des ensembles de données linguistiques surtout, et c'est ce qui est utilisé non seulement pour la traduction et l'interprétation, mais aussi pour la production linguistique, on va dire. Il y a des LLM dans les chatbots aussi. Puisque du coup, on est sur les termes et les acronymes, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer certains termes? Vous avez parlé avant, par exemple, de Remote Simultaneous Interpreting, l'interprétation simultanée, consécutive, à distance. Qu'est-ce que c'est, tous ces termes? Alors, avant la pandémie, c'est-à-dire lorsque presque toute l'interprétation était effectuée en présentiel, l'interprétation à distance a toujours existé. Par exemple, lorsque les personnes qui sont impliquées dans une affaire ne peuvent pas être dans le même lieu. Mais c'était assez réduit par rapport à ce qui s'est passé pendant la pandémie. Donc avant la pandémie, il y a interprétation consécutive, donc c'est interprétation simultanée, c'est instantané, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est au fur et à mesure que l'orateur prononce le discours, l'interprète traduit ses propos. Ensuite, il y a l'interprétation consécutive. Là, c'est plutôt lors d'une rencontre bilatérale entre ministres homologues, l'interprète prend des notes en synthèse et fait une restitution en synthèse aussi ça peut aller jusqu'à 7 minutes, dit-on. Okay. Donc voilà, il prend des notes, il restitue. Ensuite, il y a le chuchotage. Ça, c'est quand il n'y a pas de place ou de budget pour installer des cabines ou autre. Et donc, et où il y a très peu de personnes qui ont besoin d'interprétation. Et donc, l'interprète s'assoit derrière ces personnes et chuchote à leur oreille. Et ensuite, restitue par liaison, en mémorisant quelques phrases lorsque la personne s'exprime et il faut aller dans l'autre sens. Et ensuite, il y a l'interprétation de liaison. Donc cette même interprétation qui est utilisée souvent dans le cadre de visites, etc. On se déplace et là, c'est on fait travailler surtout la mémoire et on procède par une unité de sens assez courte, sans prise de notes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le bidule. C'est l'interprétation simultanée avec matériel léger. C'est un
un petit appareil que l'on transporte. Les personnes qui ont besoin d'interprétation ont un casque. En fait, les interprètes ont un micro. Et ça s'utilise beaucoup lors de visites d'usines et autres. Est-ce que vous avez un mode préféré, quelque chose que vous préférez faire, vous, en tant que... Moi, j'aime beaucoup... la plupart des interprètes n'aiment pas la consécutive, parce qu'ils trouvent ça assez stressant. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que consécutiviste, donc j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup la simultanée aussi, et la simultanée avec texte. C'est-à-dire que vous êtes en train d'interpréter, et soudain, quelqu'un cite un document de centaines de pages que vous avez à l'avance. Mais il faut trouver vite la page et citer la référence déjà traduite au préalable ou pas, ou faire une traduction à vue. La première impression que ça donne, c'est que c'est plus simple que sans texte, si on a le texte. Est-ce que c'est vrai ? Oui et non. Pas forcément. Parce que c'est un effort énorme pour le cerveau. En fait, quand vous interprétez en simultané, vous êtes lancé, au bout de quelques minutes, ça roule tout seul, etc., malgré les difficultés que peuvent poser le discours. Mais passer soudain un texte qui est lié au discours, mais qui n'est pas le discours lui-même, c'est un exercice assez difficile, peut-être autant que quand on passe des mots aux chiffres. D'accord. Vous avez parlé dans les différents modes d'interprétation que vous avez cités, de rencontres bilatérales. On a eu un exemple récent dont tout le monde a entendu parler, avec la rencontre entre Trump et Zelensky, où beaucoup de personnes ont dit que peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là s'il y avait eu un interprète ou une interprète. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, je pense que la rencontre aurait peut-être été un peu moins conflictuelle parce que l'interprète, sans vouloir, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, sert un peu aussi d'amortisseur en fait. Et notamment dans le cadre diplomatique. Voilà, ça déjà physiquement il y a quelqu'un entre vous deux, ou deux personnes d'ailleurs, parce que c'est un interprète souvent pour chaque homme ou femme politique. Et le fait de devoir attendre, etc., ça pose quand même un cadre. Je pense que peut-être que la rencontre aurait été un peu plus sereine. Vous avez aussi mentionné les unités de sens. Qu'est-ce que c'est une unité de sens ? Alors, une unité de sens, c'est un bloc, on va dire, un ensemble de phrases. Vous pouvez, par exemple, diviser un texte en unités de sens, c'est-à-dire en idées, si vous voulez. Ou même si elles sont reliées, il y a des transitions entre chaque idée et vous pouvez les isoler. Et c'est très important pour les traducteurs et pour les interprètes pour construire leur traduction ou leur interprétation. Est-ce que les intelligences artificielles arrivent à discerner ces unités de sens ? Non. Dans le dernier test que j'ai fait avec Gemini, justement, c'est un des soucis, c'est que le système IA ne prend pas le discours dans son ensemble. Alors que lors du test, moi j'ai fourni tout l'audio de 15 minutes en un seul coup. L'interprète le découvre, presque phrase par phrase. Eh bien, même comme ça, le système d'intelligence artificielle manque complètement la cohérence discursive, ne fait pas le lien entre une unité de sens et une autre, ne les relie pas, reproduit toutes les redites, alors que les interprètes ils sont censés analyser, synthétiser, etc. Il faudrait que l'IA progresse énormément pour ressembler à ce que peuvent faire les interprètes humains. Et pourtant, comme vous le disiez un peu plus tôt, il y a cette impression de fluidité qui peut donner l'impression que le contenu proposé ne présente pas de défaut, alors que précisément, c'est loin d'être le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur ou de manière plus générale, le grand public ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour discerner ça, pour ne pas justement se faire avoir par cette impression de fluidité ? Je pense qu'il faut les utiliser en se disant que ce sont des technologies imparfaites. Après, elles peuvent être très utiles quand vous voyagez dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue, pour savoir ce que vous mangez et pour retrouver votre chemin, c'est très bien. Là-dessus, je trouve que c'est vraiment un progrès. Mais de là à dire qu'on peut les utiliser dans tous les contextes, y compris dans un contexte professionnel d'interprétation, non. Est-ce qu'il y a quand même des domaines spécifiques où ces outils pourraient être un appui pour des interprètes ou des traductrices et traducteurs ou oui, dans la préparation de missions, par exemple, c'est ce qu'on appelle les CAI Tools. C'est CAI Tools en anglais, et c'est des outils IA pour les interprètes, pour la préparation
de mission, par exemple, c'est accès à des métabases de données terminologiques ou autres. Le fait de pouvoir photographier les notes que vous avez prises pour votre glossaire et que tout soit versé directement par la machine dans votre glossaire à vous. Et après, d'autres usages de l'IA utiles pour l'interprète, ça n'existe pas, je crois encore, mais ça serait très, très utile, par exemple, que l'IA affiche les chiffres pendant la mission, quand on est en cabine, ou les noms de composés moléculaires à rallonge. Ça vous libérerait de la charge cognitive. Avoir une IA dans la cabine qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, faut dire ça comme ça, non. Ça augmente votre charge cognitive qui est déjà énorme. Mais c'est dommage d'ailleurs. On a beaucoup développé l'IA pour essayer de ressembler à l'interprétation humaine, alors qu'on aurait pu la développer pour alléger la charge cognitive des interprètes. Et ça, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas des outils qui sont en développement pour Alors, ça. justement, ces KAI Tools, Computer Assisted Interpreting Tools, n'ont pas énormément évolué depuis qu'elles existent. Et puis, tout ce qui serait vraiment utile pour la cabine n'existe pas ou n'a pas été développé. Donc, moi, je me dis que c'est pas le cap qu'a pris la recherche, malheureusement, ou le développement de l'IA pour l'interprétation. À cause d'un manque de volonté politique ou encore une fois peut-être d'objectifs de rentabilité. Retour sur investissement. Je pense parce que si vous développez des outils pour les interprètes, on est assez peu nombreux. En France, par exemple, on doit être 1500 environ. Enfin, diplômés, etc. Après, il y a des personnes qui interprètent de temps en temps, mais qui ne sont pas forcément interprètes. Mais ce n'est pas la même chose de développer, d'investir de l'argent pour concevoir des solutions pour, je dis n'importe quoi, pour 1 million de personnes que pour 150 millions de personnes. Évidemment. Ça ne serait pas très, très rentable s'ils étaient uniquement développés pour les interprètes. Vous avez parlé de la charge cognitive. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est la charge cognitive et surtout comment ça s'articule autour de l'interprétation? C'est la charge mentale qui est très forte quand vous interprétez parce que vous êtes en permanence en train d'osciller entre deux dimensions. 2 dimensions linguistiques, 2 dimensions culturelles et tout ça en live. Donc ça sollicite énormément votre cerveau. Puis il y a aussi le fait que les interprètes, ils ont des techniques presque inconscientes pour masquer le stress. Ça ajoute de la charge cognitive aussi. Si vous êtes interrompu ou s'il y a du bruit derrière vous, ça peut ajouter de la charge cognitive. C'est de la charge mentale, si vous voulez. En fait. D'accord, et vous dites parfois c'est presque inconscient, c'est-à-dire qu'on rationalise, on va... Alors, ce qui est inconscient, c'est de masquer le stress, par exemple. D'accord. Les interprètes, ils ont des techniques presque inconscientes pour masquer le stress, pour que la voix ne tremble pas. Même, c'est assez curieux, il y a eu des études, je crois, où leur battement de cœur était analysé, etc. Et alors qu'ils étaient en plein stress, ça ne se voyait pas. C'est quelque chose que à l'électrocardiogramme. C'est quelque chose que le marketing vend beaucoup, de dire que la machine ne se fatigue pas, contrairement à l'humain. C'est vrai que dit comme ça fait envie, mais est-ce que ça ne vient pas avec des défauts aussi, peut-être? On parlait de l'aspect humain. Elle se fatigue pas si elle a suffisamment de batterie. C'est-à-dire que s'il y a un problème de batterie ou une coupure électrique, aujourd'hui, de plus en plus, malheureusement, il y a énormément de catastrophes naturelles. Et même quand il ne s'agit pas de catastrophes, de grandes inondations, etc. Là, vous n'avez plus rien qui fonctionne. Et en l'occurrence, c'est des situations où vous pouvez avoir particulièrement besoin d'interprètes. Exactement. Je pense par exemple aux inondations à Valence récemment. Là, si vous avez... C'était que de la fibre optique, je crois, Internet, et donc plus rien. Si c'est pas satellitaire, ça marche pas, quoi. Est-ce que vous avez eu contact avec des interprètes qui ont travaillé justement à Valence, peut-être? Moi, j'ai travaillé pour la télé, pour couvrir Enfin, il y avait des correspondants de BFM TV et autres qui étaient sur place et qui interviewaient les personnes affectées. Et moi, j'étais au studio à Paris. Ouais. D'accord. En traduction et en interprétation, est-ce qu'il y a des spécialisations? Est-ce qu'on se spécialise dans un domaine? Oui, on peut le faire lors de la formation. Ensuite, quand on commence à travailler, je crois que la plupart du temps, c'est le fruit du hasard. Pourquoi? Parce qu'on remplace un collègue ou parce que les premiers contrats sont dans le ferroviaire ou dans la pêche, etc. Mais oui, on peut se spécialiser. Mais la plupart des interprètes, en tout cas des interprètes en simultané, sont polyvalents, je dirais. Ils touchent un peu à tous les sujets. Donc il y a moins de spécialisation en interprétation qu'en traduction, je dirais, oui. D'accord.
On parlait de la neutralité. Évidemment, les interprètes ont un devoir de neutralité, mais est-ce qu'on peut avoir des sujets préférés Oui, bien sûr, et vous avez le droit. Pour être neutre, il ne faut pas tout accepter. C'est-à-dire que si vous êtes contacté par un donneur d'ordre dont les idées vous repoussent, vous devez connaître vos limites et dire je ne serai pas non. capable de prendre en charge Ou cette alors, mission. si vous dites oui, vous ne pourrez pas ni donner votre avis, bien évidemment, ni dénaturer les propos des orateurs parce que vous les trouvez atroces. Et vous, est-ce que vous avez des domaines dans lesquels vous exercez plus que d'autres ou que vous préférez ? Alors, il y a beaucoup d'interprètes, surtout ceux qui travaillent dans le marché privé, ou aussi bien dans le marché privé que dans les institutions, font beaucoup de comités d'entreprise européens. C'est-à-dire les entreprises françaises, c'est une obligation européenne. À partir d'un certain nombre de travailleurs, quand elles sont implantées dans plus de 2 pays européens, elles doivent avoir des représentants européens constitués en comité d'entreprise. Et c'est des réunions bimensuelles, trimestrielles, etc. C'est des syndicalistes qui défendent les droits des travailleurs des entreprises et la direction. C'est le gagne-pain, ou en partie le gagne-pain de beaucoup d'interprètes. Moi, j'aime beaucoup à la fois tout ce qui est technique et tout ce qui concerne la culture, etc. Vous parlez de la culture, est-ce que vous avez, je ne sais pas, des missions en particulier en tête que vous voulez nous raconter, des choses que vous avez particulièrement aimé faire ? Oui, j'ai interprété dans le cadre d'un des programmes de l'UNESCO qui s'appelle L'homme et la biosphère. La première fois que j'ai préparé cette mission, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais, tellement il y avait de notions, de termes que je connaissais pas, surtout dans le règne animal et végétal, etc. Et finalement, c'était un véritable plaisir d'interpréter dans le cadre de cette réunion. Donc je suppose que ça demandait beaucoup de préparation. Vous disiez qu'il y avait des outils d'intelligence artificielle qui pouvaient aider à la préparation d'une interprétation. Est-ce que vous-même, vous en utilisez ? Il y a une plateforme que j'aime d'ailleurs qui s'appelle Interpret Bank, qui rassemble un peu tous ces outils-là, c'est Kai Tools, justement. D'accord. Vous avez dit qu'il y avait une obligation européenne. Quand on parle de l'interprétation, je pense que beaucoup de personnes se représentent des institutions internationales, et notamment l'ONU ou l'Union européenne. Quel rôle est-ce qu'une organisation comme l'Union européenne joue dans l'orientation que prend le secteur de l'interprétation ou dans les régulations justement dont vous parliez ? Est-ce que l'Union européenne permet de faciliter le travail des interprètes en influençant tout le secteur, ou est-ce que c'est des choses qui sont complètement séparées, le secteur privé, le secteur institutionnel ? Non, je dirais qu'ils ne communiquent pas trop, enfin même, je ne vois pas comment, en ce qui concerne les conditions de travail. Non, les conditions de travail des interprètes dans le marché institutionnel, elles ont été obtenues, acquises, négociées par des collègues qui font partie de ces associations et des délégations professionnelles de l'AIC auprès des institutions qui ont négocié depuis que l'interprétation simultanée existe, entre autres les conditions de travail des interprètes, c'est-à-dire travailler à 2 ou à 3, combien d'heures, quel tarif, voilà. Tout ça est réglementé dans les institutions, alors que dans le marché privé, moins, où c'est beaucoup plus variable. D'accord. Et donc ces régulations des institutions n'ont aucune incidence sur ce qui se passe sur le marché privé ? Si, parce qu'elles peuvent être une inspiration pour le marché privé, mais on obtient rarement dans le marché privé ce qu'on a dans les institutions, c'est sûr. Est-ce que vous avez, pour revenir un petit peu à l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez vu des interprètes perdre des opportunités de travail à cause d'outils d'intelligence artificielle, ou est-ce que, comme vous le disiez, ce n'est pas encore le cas ? Oui, moi-même et des collègues aussi. Moi, j'ai 2 clients directs qui ont décidé de ne plus faire appel à moi parce qu'ils allaient essayer l'intelligence artificielle, et depuis, ils sont revenus. D'accord. Ils refont appel à moi parce que ça s'est très mal passé. Comme avec la traduction automatique il y a quelques exactement, années, comme vous exactement. le disiez. Ça dépend du niveau de qualité que vous voulez pour votre événement, en fait. Si vous pouvez vous contenter d'une qualité médiocre, aujourd'hui, l'IA peut faire l'affaire autrement, non. Est-ce qu'ils vous ont dit ce qui leur avait manqué ? Est-ce que c'était plutôt ce facteur humain ? Est-ce que c'était simplement du sens ? C'était vraiment plus basique que ça. D'accord. C'est-à-dire que c'était un des deux, c'était assez technique.
Et puis, ça n'allait pas du tout. C'est-à-dire que c'était un terme pour l'autre, c'était assez catastrophique. Ou alors, dans un premier temps, les assistants avaient l'impression que tout allait bien, mais au bout de 5 minutes, il y avait plein d'incohérences, des phrases manquantes, enfin, difficiles à suivre. Sans parler peut-être de perdre son emploi, mais quel impact est-ce que ça a sur la rémunération des interprètes et des traducteurs qui sont confrontés Moi, par exemple, là, ça m'a permis d'augmenter mes tarifs. C'est-à-dire, je les avais prévenus, je leur ai dit très bien. Moi, je vous le déconseille parce que bon, je m'y connais un peu et je sais que ça ne va pas vous convenir. Mais allez-y, essayez. En revanche, si ça se passe mal et que vous revenez, ça sera l'occasion pour moi d'augmenter mes tarifs. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Les traductrices et traducteurs font de plus en plus de conception, face à de relecture. Oui, c'est ça. Oui, ça appauvrit ou ça fait baisser les tarifs, en tout cas pour les traducteurs, parce qu'au lieu de vous commander un texte à traduire, on vous commande un texte à relire, qui est ni fait ni à faire. Ça prend autant de temps de le relire que de le retraduire, mais vous êtes payé 3 fois moins. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que peut-être certaines entreprises de développement d'outils d'IA pour l'interprétation essayent d'appliquer à l'interprétation ? Non, c'est très différent. Pour l'interprétation, c'est un système tout automatisé, auquel cas l'interprète, on ne fait plus appel à lui. Soit l'interprète est là. Le danger de l'IA pour l'interprète, c'est la vélotypie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai travaillé récemment dans 2 conférences où il y avait de la vélotypie. Donc, c'est des personnes qui réalisent des sous-titres en direct. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils se servent de ce qui sort de chaque cabine, de notre production, pour faire les sous-titres en live. Et ça, on ne l'avait pas dit. Et si c'est le cas, ça a un coût. C'est comme des droits de diffusion ou quoi. Et puis, en plus, moi, je veux pas croire qu'après la conférence, tout ça parte à la poubelle. Ouais. Ça reste dans les ordinateurs. Donc, forcément, ça peut nourrir l'IA qui est utilisée pour faire la vélotypie. Donc, voilà le contexte par lequel pourrait arriver l'IA dans l'interprétation. Tout en remplaçant l'interprète par des sous-titres live, ou alors ce que je viens d'évoquer. Il n'y aurait pas potentiellement de modèle où une IA qui travaille avec un humain ferait justement de la retranscription traduite et que l'interprète se base sur ce texte traduit par une IA. Non, en fait, ça augmente juste la charge cognitive. Voilà. Je ne verrais pas l'utilité de ça. Oui, ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'il y a un équivalent de la post-édition du traducteur dans la cabine, c'est ça ? Exactement. Non. Pas d'équivalent. Pas à ma connaissance. D'accord. On parlait un peu de la formation avant. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux interprètes en formation face aux évolutions technologiques actuelles ? Aux interprètes, aux étudiants interprètes ou aux interprètes en général ? Aux interprètes en formation, aux étudiants et étudiantes interprètes, oui. Je leur conseillerais de se tenir au courant de ces technologies en faisant la part des choses et continuer de croire en ce métier, même s'il devient de plus en plus difficile. En tout cas, là, c'est vrai qu'on est dans une période qui peut être peu rassurante pour les personnes qui font des études d'interprétation, mais encore une fois, jusqu'à présent en tout cas, toutes les avancées technologiques que j'ai analysées, appliquées à mon métier et à d'autres, voilà, il y a eu un engouement pour ces nouvelles technologies. Ça a fait du mal parce qu'on a perdu du contrat, mais on en est revenu à peu près à la période qui a précédé ça. Vous disiez que vous conseilleriez aux étudiants et étudiantes interprètes de rester au fait vis-à-vis de ces nouvelles technologies et de s'informer. Comment est-ce qu'on peut s'informer sur ces technologies ? Notamment, j'y reviens avec tout le marketing qu'il y a autour de ça. Il y a des médias techniques sérieux qui vous donnent des informations assez précises sur l'IA et autres, et les nouvelles technologies en général. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns de ces médias que peut-être que vous avez ? Oui, bien sûr. J'en ai même une liste. Mais moi, je consulte par exemple assez souvent Wired. Et aussi, il y en a énormément aujourd'hui, de plus en plus. Je peux vous fournir la liste dans un deuxième temps. Et puis... Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que vous voulez évoquer ? Non, je n'ai pas l'impression. Je crois qu'on a fait le tour un peu. Les questions importantes, en tout cas.
C'est important aussi d'avoir ce genre d'initiative comme la traduction heureuse, surtout dans les écoles de traduction et d'interprétation. C'est un moyen aussi de donner d'autres voix aussi au secteur, etc. Donc, c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres plateformes sur lesquelles vous vous exprimez des fois Alors moi j'ai donné pas mal de séminaires web pour laïc, et sinon je fais partie des commissions intelligence artificielle de la FICI et de la SFT, et je continue de conseiller techniquement la branche IA de laïc aussi. D'accord. Et est-ce que donc ces branches et ces institutions travaillent entre elles également, je suppose? Oui. Parfois, elles rassemblent leurs efforts pour obtenir des droits pour toute la profession ou quoi. C'est déjà arrivé par le passé. Qu'est-ce que c'est peut-être les droits les plus importants, les avancées les plus majeures que ça a permis de Alors, concrétiser? par exemple, la SFT, la FICI et l'AIC ont rassemblé leurs efforts sous la pandémie pour que les traducteurs interprètent, et aussi les compensations par perte de facturation au même titre que les autres indépendants, par exemple. Ça, c'était un gain majeur comme ça que j'ai en tête récent. Vous disiez que le vent avait tourné, qu'aujourd'hui on était revenu, ou en tout cas qu'il y avait moins d'interprétations simultanées à distance, par exemple. Mais je suppose qu'il y en a quand même toujours. Est-ce que ça présente pas aussi des avantages, peut-être, Bien pour sûr. les interprètes? Ça présente des avantages pour des interprètes qui, pour une raison ou une autre, veulent moins se déplacer ou peuvent moins se déplacer, ou parce qu'il y a un problème de garde d'enfants ou autre. Selon les régions du monde, vous ne pouvez pas non plus... On ne peut pas faire de généralité parce que les régions du monde sont très différentes en ce qui concerne l'interprétation. Et par exemple, en Asie et le Pacifique, comme les distances sont plus longues ou plus difficiles à parcourir, parce qu'il y a des îles ou autres, c'est vrai que dans ces régions-là, on utilise beaucoup plus l'interprétation à distance, et tant mieux si ça permet à certains interprètes de travailler plus. Est-ce que dans ces régions, ça existait déjà plus qu'ici en Europe avant la pandémie, ou non, il y a vraiment eu un boom mondial? Je ne pense pas. Le boom, c'était vraiment pendant la pandémie. Et c'est resté comme ça parce que voilà, ça a arrangé les professionnels de cette région-là. Oui. C'est la fin de cet épisode de la traduction heureuse. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Un grand merci à Thomas Pereira Ginej-Jacquemet d'avoir accepté de participer à cet épisode, et merci à Maxime Kissinger, notre excellent intervieweur/étudiant-interprète. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn et sur Instagram. À très bientôt pour la 3e et dernière partie de notre série sur l'IA.